Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, Xavier Teichmann pour Respect. J'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Fred Colantonio. Bonjour Fred. Bonjour Xavier. Voilà, alors avant de te donner la parole, je vais expliquer à nos auditeurs pourquoi on est content de te recevoir dans ce podcast, la raison de ta présence dans ce podcast. Tout simplement pour ton initiative Reload. Et au fait, Reload, c'est quoi ? C'est une ASBL que tu as créée, tu nous en parleras plus, mais qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs qui malheureusement vivent une situation de faillite, mais pas comme ce qui existe déjà, c'est-à-dire tout ce qui est financier, juridique, etc., mais un réel accompagnement, on va dire, émotionnel, psychologique, humain, pour passer au travers de cette épreuve qui, pour certaines personnes, peut être très traumatisante. Donc voilà, je vais aussi te demander de te présenter, parce qu'il n'y a pas que Reload. Reload, c'est évidemment en 2020, je pense. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais tu as tout un parcours très intéressant avant, parce que j'ai fait un peu mes devoirs, et je sais qu'à la base, tu es criminologue. Donc explique-nous tout ça, et puis si tu peux parler de Reload. Merci Xavier. Bah écoute, je vais juste déposer rapidement 2-3 éléments de l'histoire, comme ça après tu iras piocher ce que tu souhaites. Criminologue de formation, en effet, j'exerce 5 ans dans l'administration publique et puis je pars parce que c'est vraiment pas dans mon ADN de rester là-bas. Je suis entrepreneur sans le savoir. Puisque dans ma famille qui est issue de l'immigration italienne, c'est plutôt la classe ouvrière. Donc quand je décide de partir, ça crée un mini traumatisme en se disant oh là là, il avait fait des études, il avait trouvé un travail dans les bureaux, donc entre guillemets le job était fait. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Et donc, j'ai lancé en l'espace d'une quinzaine d'années 3 entreprises qui tournent toujours aujourd'hui, qui fonctionnent, qui grandissent. Et l'entrepreneuriat m'a donc passionné. Le fait de pouvoir faire preuve de cet esprit d'initiative, le fait de pouvoir contribuer, faire bouger les lignes. Donc, le sujet en soi, si tu veux, a commencé à me passionner, me dire qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à leur niveau, parce pour moi, tu peux entreprendre en étant salarié. Je veux dire que quand tu fais preuve d'esprit d'initiative, ça signifie aussi que tu vas au-delà simplement de l'attendu. Bon, alors certains le font en créant leur boîte, d'autres le font en voulant générer du profit, d'autres le font en voulant contribuer à des initiatives sociétales. Il y a 1001 manières d'entreprendre. Et donc ça m'a fasciné. Me dire qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'arrêtent à ce qui est demandé, attendu et sont heureuses comme ça. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Et qu'est-ce qui fait que d'autres ont toujours l'air d'être en quête de faire autre chose, autrement, plus, de manière différente. Bon. Et quand tu regardes l'entrepreneuriat de façon globale comme ça, tu te rends compte qu'il y a très rapidement un trou, en tout cas dans notre beau pays en Belgique, il y a un trou qui est... on encourage tout le monde à démarrer. Quand on veut grandir, il y a souvent aussi des mécanismes qui sont possibles. Quand on veut transmettre ou céder son entreprise, il y a des mécanismes, il y a tout un tas de trucs qui existent. Il y a un trou noir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe mal ? Oui, effectivement, tu as raison. Tu veux transmettre, tu peux t'adresser à l'Asso Access, tu veux créer, il y a les numéros de téléphone qu'on connaît pour aider à la création d'entreprise, il y a plein de chambres. Puis tout le réseau des SAS, les services d'accompagnement à la création d'emplois d'entreprises, là c'est vraiment énorme. Il y a toutes les formations qualifiantes, il y a tout ce qu'on veut. Mais, trou noir, quand tu as essayé, quand tu as tenté un truc qui n'a pas donné le résultat escompté ou qui, pour X ou Y raison, avec une crise sanitaire par exemple, tu peux être obligé de devoir mettre fin à une activité, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Oui. Moi, j'avais à l'époque rencontré à la Chambre de commerce de Bruxelles Olivier Kahn.
Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, qui avait lancé le centre, le CED, le centre des entreprises en difficulté. Voilà. Il donne cours aussi à l'ICHEC, je pense. C'était dans le cadre des formations que je donnais. Et c'était quelqu'un, enfin c'est toujours, je suppose, qui est très attentif à ça. Mais c'est vrai que c'est d'un point de vue comptabilité, économique. Il y a aussi des aides juridiques, mais c'est vrai que, enfin tu me le diras, hein, je pense que tu confirmeras ça. J'ai l'impression que la notion de faillite, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans nos pays, est un peu stigmatisée, alors que dans les pays anglo-saxons, on a l'impression que si tu n'as pas fait faillite, au fait, tu n'as rien fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou Oui et non, Okay. parce qu'il y a plusieurs éléments en fait dans ta question. Le premier, c'est qu'en effet, la faillite est liée à la notion d'échec, et l'échec particulièrement entrepreneurial c'est un sujet difficile. C'est déjà relativement tabou de parler de ces foirades, ces ratés. Alors en plus, quand tu greffes ça dans un contexte qui est l'entrepreneuriat, on est tous cool, c'est le mode start-up, ouais les gars, et on se tape dans le dos, et allez les gonzesses, on est parti, hein, on va changer le monde, on va faire tout ça. Et puis tu te rends compte finalement, ah ben merde, alors c'est le revers de la médaille dont personne ne m'avait parlé, et je deviens instantanément le mec ou la nana à fuir, à ne plus fréquenter, qui ne fait plus bon d'avoir dans son cercle d'amis, de relations, de partenaires, clients, fournisseurs, tout ce qu'on veut. C'est pas très chouette. Évidemment, ce serait réducteur d'associer l'échec entrepreneurial à la logique de start-up. Tu as des boîtes avec des gens qui, à 50 ans, doivent arrêter leur activité. C'est la même dynamique. On remarque d'ailleurs chez Reload, dont je parlerai tout à l'heure en effet, que la distribution des premières personnes qui entrent dans les accompagnements est relativement large, quoi. Je veux dire, c'est pas stigmatisé sur des plus jeunes, des plus âgés. Bon, ça vient un peu de tous horizons, de tout tranche d'âge pour le moment. Donc, premier élément, c'est cette notion d'échec particulièrement entrepreneurial. C'est un sujet assez difficile, c'est tabou. Bon. Deuxième élément, c'est que c'est le sujet dont on adore ne pas parler. Généralement, puisque c'est difficile, on va plutôt essayer de le passer sous silence. Et là, il y a une forme d'hypocrisie quand même institutionnelle, politique dans notre pays, qui consiste à dire que une société a souvent tendance à cacher ses lépreux. Ce serait je voudrais pas paraître injurieux en podcast pour des gens qui nous écouteraient, qui se diraient, ils pensent que les gens qui font faillite sont des lépreux. C'est pas du tout ça, mais j'explique que dans le discours politique, institutionnelle, bancaire ou autre, ça fait pas bon genre, quoi. Non, de pouvoir dire il y a un taux de faillite, il y a des gens qui font faillite, parce qu'on parle souvent du taux de faillite, mais la faillite c'est des gens, quoi. C'est un impact sismique sur quelqu'un qui a mis ses dimanches sur la table, qui a mis une partie de ses économies sur la table, qui a mis sa famille de côté, qui a laissé passer une série de choses en ayant fait le choix d'accorder la priorité à un projet qui à un moment se casse la figure, quoi. Et ces aspects-là, si tu veux, ça chipote un peu quand tu commences à parler de ça. Et donc l'intention qui a été la nôtre et qui a fini par donner naissance à Reload, c'est de se dire pourquoi est-ce que on a ce tel engouement pour l'entrepreneuriat, mais qu'on a un angle mort qui est la partie où ça se passe moins bien. Avec cette logique de dire, ça signifie donc que quand on entreprend, on n'a pas le droit à l'erreur ? Oui, c'est vrai. Ouais. La question fondamentale, en tout cas moi ce qui m'a vraiment interrogé et en toile de fond qui m'a animé, c'était de se dire, il y a un truc pas logique ou pas net ou pas sain par rapport à ça. Après, tu comprends vite, parce que moi, je suis venu au sujet indirectement, donc on en a parlé en off tout à l'heure. Oui. Ce qui a un peu conditionné ma trajectoire, c'est cette fameuse l'attitude des héros. Là, c'est ces conférences que j'ai commencé à donner sur l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre et la capacité que chacun peut avoir à aller au-delà de ce qu'il se croit capable de faire. Et dès les premiers retours, donc c'est pas un biais de positivité où je relis l'histoire en me disant c'était mieux que ce que j'imagine. Dès les premiers retours que j'ai eu des conférences, parce que j'ai toujours des témoignages de personnes qui m'ont écrit par mail, qui ont témoigné sur des sites web ou quoi ou qu'est-ce, systématiquement, enfin en tout cas de manière très représentative, alors que c'était des conférences sur la réussite et oui, l'entrepreneuriat au sens très général du terme, un des messages qui revenait de manière consistante, c'était
après t'avoir écouté, en fait, ça me redonne le droit à l'erreur. Alors, c'était pas formulé de cette manière-là. C'était souvent, ça me donne envie de réessayer. J'ai compris que ce n'était pas parce que j'avais foiré quelque chose il y a X temps que je ne pouvais pas remettre l'ouvrage sur le métier, recommencer ou tester autre chose. Enfin bon. Et ça, je dois te dire, dans le premier bouquin, dès le premier bouquin, L'attitude des héros, qui s'appelle Aspiration, il est sorti en 2013, et j'étais très étonné d'avoir relu pour Reload ce bouquin-là, en tout cas une partie, et de me dire, mais c'est vrai que je parle déjà là-dedans du fait que ça marche jamais du premier coup, et qu'on peut, et que ça fait partie du trajet d'apprentissage que se fait casser la figure de temps en temps. C'est vrai que maintenant que tu en parles, il y avait le deuxième, c'est action, et le troisième, signification. Signification, c'est ça. Moi, je pensais que c'était plus, parce que celui que je connais le plus, c'est rebondir sur l'échec. Je pensais que c'était celui-là qui avait été plus le tremplin vers Reload. Mais donc déjà, dès les premiers, c'est dedans, quoi. Ce côté de se dire, OK, l'échec est possible, il y a moyen de rebondir après. C'était déjà dans Inspiration, c'est ça? Mais oui, parce que dans Inspiration, donc étant criminologue, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de personnalités qui avaient déjoué les pronostics. Et donc, quand tu prends des grands entrepreneurs classiques, quoi, tu prends Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk, Oprah Winfrey, James Dyson, Jeff Bezos, peu importe qu'on apprécie leur trajectoire, pas leur trajectoire, parce que ça, on doit pouvoir apprendre à l'apprécier pour en retirer des enseignements, mais tu peux ne pas apprécier le résultat. Tu peux ne pas aimer Apple, peux ne pas aimer Amazon, peux ne pas aimer la culture anglo-saxonne. Ça reste quand même des hommes et des femmes. J.K. Rowling, aussi la maman d'Harry Potter, par exemple. Ce sont des hommes et des femmes qui, finalement, ont une trajectoire de vie qui est très similaire à ce que toi, à ce que moi, à ce que n'importe qui, les personnes qui nous écoutent, peuvent traverser. Elles ont aussi fait face à l'adversité. Elles ont aussi mis le genou à terre, le nez dans la boue. Elles se sont à un moment trompées. Toute cette logique-là, si tu veux, a fait partie de leur trajectoire, simplement. Et donc, moi, au départ, je les ai analysées parce que quand j'ai quitté l'administration publique et que j'ai voulu entreprendre, comme il n'y avait pas d'entrepreneur dans mon entourage ou ma famille directe, j'ai eu peut-être la déformation d'un criminologue. Je me suis dit, comment est-ce que d'autres qui y sont arrivés ont fait, tu vois? Oui, et comme j'avais personne à proximité, j'ai été tapé chez les plus grands, quoi. Je me dis, OK, je vais un peu m'intéresser. Et de un peu, c'est devenu passionnément intéressé. Et en me rendant compte que plus je lisais de biographies, plus j'écoutais de discours sur YouTube et plus je lisais même de bouquins sur eux ou d'analyses sur eux, plus je remarquais des espèces de convergences, des points communs dans la manière de penser, dans la façon de fonctionner, et notamment par rapport à l'échec. Le fait de décaler cette notion, certains disent, moi j'ai pas échoué, et tu dis, tiens, c'est étonnant, quand même, tu te fais virer de ta boîte. James Dyson, on parle souvent de Steve Jobs, mais James Dyson, l'inventeur britannique, s'est fait virer de sa boîte au moment où il avait mis au point l'aspirateur 105, donc tu te dis, c'est quand même fameux, quoi. Enfin, il s'est fait virer un peu avant, mais peu importe, tu dis quand même, c'est des gens qui sont, en termes de modèle de réussite d'entreprise, tu pourrais dire, c'est le top, quoi. Je dis pas sur l'impact sociétal et autres, mais je dis, voilà, c'est des gens qui ont concrétisé des idées et qui en ont fait des machines. Et puis tu te dis, ah oui, mais il a quand même une espèce de pierre blanche dans son jardin, celui-là ou celle-là. Il s'est fait virer, il a perdu son job. La maman d'Harry Potter, là, qui a dû déposer son manuscrit des dizaines de fois avant que quelqu'un lui fasse confiance, et encore plus ou moins avec des pincettes. Et puis ça devient ce que ça devient. Tu te dis, tiens, c'est une dynamique qui est, un peu récurrente. 2, ils l'intègrent dans leur façon de fonctionner en disant, on sait bien que ça peut ne pas marcher du premier coup. Et 3, tu as l'impression à la limite que c'est un élément constitutif au départ duquel ils sortent, j'allais dire renforcés, mais je vais utiliser un autre terme, ils sortent plus aguerris. Oui, j'allais dire grandis, mais aguerris, effectivement. Oui, tu as l'impression que ça leur tanne le cuir. Ouais. Et là, forcément, ça questionne notre capacité à nous, où tu te dis parfois, mais moi, j'ai pas vécu l'échec de me barrer d'une entreprise, quoi. Enfin, de me faire virer d'une entreprise, encore moins celle que j'ai créée, tu vois. Et ça a été... Fais gaffe, ça peut encore venir. Oui, ça peut bien entendu toujours venir, mais c'est un des éléments, mais tu as tout à fait raison.
ça a été pour moi, cette réflexion-là, un déclencheur. J'ai vu le fameux discours que Steve Jobs a prononcé aux étudiants à Stanford en 2005. Connect the dots. Voilà, connecter les points, et puis la relation à la mort, et puis l'amour, et puis le fait d'aimer ce qu'on fait. Enfin bon, ce discours-là, même si on n'aime pas le monsieur, est quand même extrêmement mobilisant si on l'écoute au-delà des apparences. Et je me souviens avoir vu et avoir regardé cette vidéo soir où on était au début où je lançais ma boîte, puisque mes initiatives entrepreneuriales, puisqu'on était je l'ai vu en 2006-2007 je crois, et j'avais quitté l'administration en 2005-2006, donc c'était assez récent, et je pédalais, quoi. J'avais du mal, t'imagines, un criminologue qui veut aider les entreprises à se développer, à innover, à grandir, à mieux communiquer, enfin bon, ça n'avait ni queue ni tête, personne ne comprenait, probablement même pas moi à ce moment-là, ou pas complètement. Et donc je tombe sur ce discours de ce type qui te dit quand même, ben, moi j'ai survécu au fait de me faire virer de ma boîte et je suis revenu et on est de retour en grâce, et puis j'ai survécu à un cancer et je suis toujours là. Tu te dis, ben voilà, moi mes petites lamentations du gars qui a pris la décision de quitter une espèce de vie toute tracée pour créer sa trajectoire, ben bon, on va se lever, on va se bouger les fesses et on va y arriver, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est à l'origine de chaque initiative, au fait. Hein. C'est décider de se bouger, au fait. Hein. C'est ça qu'on dit dans Respect aussi. C'est les gens qui ont décidé de se bouger pour avoir un impact positif sur la société. À un moment, moi, j'explique souvent ça, particulièrement à de jeunes entrepreneurs. De nouveau, je parle pas nécessairement en âge, mais je parle en maturité ou en expérience, des personnes pour qui c'est la première expérience entrepreneuriale, des gens qui te disent, voilà, moi j'y vais. Tu peux avoir une espèce de proactivité, de vision. Donc tu entrevois quelque chose, tu repères un manque dans la société, tu identifies un besoin qui est pas comblé, et tu dis, ben moi je lance mon initiative, je lance ma boîte, je deviens indépendant, peu importe comment on le formule, parce que je veux combler ce besoin-là. Bon, ça c'est ce que moi j'appelle la proactivité de vision. Tu proactivement, tu prends une décision parce que tu entrevois quelque chose que les autres n'ont pas vu. Mais tu peux aussi avoir une dynamique de réaction. Moi, j'ai surtout, et je le dis de manière très transparente, j'ai d'abord quitté un environnement qui ne me convenait pas. Le seul truc que j'avais compris, c'est que en restant là, j'étais en train de faner. Point, parce que c'était pas dans mon ADN. J'ai gardé beaucoup de contacts avec des gens qui travaillent dans l'administration. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui y travaillent et qui s'y épanouissent. Bien Simplement, sûr. Moi, c'était pas ma came, quoi. Tu vois. Et donc, je suis surtout parti en me disant, ça, j'en veux plus, parce que j'avais un mode survie activé et je veux plus ça. Par contre, j'ai jamais eu l'impression que c'était un échec. Je ne me suis pas dit, tu viens de perdre 5 ans de ta vie ou des choses de ce genre-là. Et surtout, c'est ça qui a commencé à interroger ma capacité à réfléchir au sujet, me dire, tiens, qu'est-ce qui fait que dans une même situation, peut-être quelqu'un se serait dit, ben, j'ai foiré ma carrière, quoi. J'aurais dû rester là, bon. Et ce qui a donné naissance à Reload, si je dois réécrire l'histoire, mais là j'ai peut-être un biais, c'est cette notion d'échec a toujours été plus ou moins centrale dans mon parcours. J'ai déjà raconté des histoires sur le fait que j'ai raté ma première année à l'université, ce genre de trucs. Et là, quand tu lances quelque chose, quand tu espères quelque chose et le résultat que tu obtiens n'est pas celui-là, quand tu tapes à côté de la cible, ben, nécessairement ça questionne, quoi. Et pour moi, l'échec, quand je l'explique souvent comme ça. C'est, voilà, j'ai tapé à côté de la cible. Je voulais faire quelque chose et j'ai pas eu le résultat attendu. C'est à peu près, pour intervenir sur 3 continents sur le sujet, c'est à peu près le seul élément objectif de définition. Parce que la difficulté, c'est ça, hein, quand tu parles de l'échec, c'est de le définir, oui, c'est de le nommer, c'est de dire qu'est-ce qu'on met derrière. Ben, le seul élément, c'est ça. Parce que tout le reste, c'est subjectif. Et tu as des personnes qui refusent, à tort ou à raison, hein, mais qui refusent l'échec, qui disent l'échec n'existe pas. Et on parlait de citation tout à l'heure en off, et les auditeurs le savent bien, je vais rédiger un article suite à notre rencontre où je mettrai des choses en plus que dans le podcast qui sont relatifs au off qu'on aura eu, où ils pourront retrouver aussi le titre de tes livres s'ils ont envie d'aller chercher de l'inspiration dans cette trilogie de l'attitude des héros et les autres. Mais Nelson Mandela disait je ne perds jamais. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Et il y a aussi cette grosse notion d'apprentissage. Tu disais ils ressortent non pas grandis, mais aguerris. Je crois que
ça se rejoint. Mais, oui, c'est... En fait, la difficulté qu'on rencontre particulièrement chez nous, c'est que l'échec est tellement stigmatisant que tu as des personnes qui cherchent soit à l'éviter à tout prix, parce que ça ferait beaucoup trop mal, soit qui, quand ils en font l'expérience, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou pas, cherchent à l'évacuer le plus vite possible. En disant, OK, c'est une mauvaise expérience, je referme la porte, et grosso modo, la conclusion, c'est, je peux rien apprendre de bon de ça, quoi. Voilà. Je suis allé à l'UNIF, j'ai essayé 1 an, j'ai commencé un job chez cet employeur-là, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de lancer ma boîte, ça n'a pas fonctionné. Je sais que c'est pas pour moi. Poum, poum. Ouais. Et donc, il classe le dossier assez vite. C'est probablement peut-être plus confortable à court terme, mais en termes de profondeur de champ et sur une logique de développement sur des années, on loupe peut-être les choses. Donc de façon un peu cash, un peu brutale, ce qui m'arrive parfois de dire, c'est clair que l'échec, ça emmerde tout le monde, mais si tu le zappes de l'équation, tu perds de vue des nuances, des subtilités, des éléments de raisonnement, de fonctionnement, de façon de faire, d'attitude, qui t'ont peut-être manqué, ou au contraire que tu as trop mis en avant et qui ont fait que ça a conduit à une espèce d'impasse ou comme je disais tout à l'heure, taper à côté de la cible. Oui, et qui pire, excuse-moi, je te coupe, t'en prie, mais qui pourrait se répéter dans un autre contexte. Si le danger, c'est là. C'est quand ça devient un angle mort, que tu n'identifies pas dans ta pratique et dans ta manière de fonctionner. Tu as des gens qui s'associent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui ne parviennent pas à maintenir une alliance durable. Et quand je dis associés, on pense nécessairement aux entrepreneurs qui nous écoutent, mais ça peut être au privé aussi. Des gens qui sont dans une espèce d'incapacité quasi structurelle à, je sais pas moi, être en couple ou à avoir des amitiés qui durent. À un moment, ça implique de poser un vrai diagnostic de soi. Tout à fait. Mais ça, tout le monde n'est pas, surtout dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, tout le monde n'est pas équipé pour faire ce travail, tout le monde n'est pas disposé à faire ce travail. La remise en question aussi. Et surtout, ça suppose d'aller au-delà des apparences. Et donc, commencer à résister à une certaine forme de prêt-à-penser, c'est la faute de l'autre, ou je suis coupable de tout. T'as l'excès inverse, de dire je suis coupable de tout, je suis une espèce d'échec ambulant, c'est toujours sur moi que ça tombe, et patati patata. Voilà. À un moment, essayer de poser un diagnostic qui repose sur des faits. Tu parles à un criminologue. Un criminologue, son champ d'expérimentation de base, c'est les faits. Et sur base des faits, on va essayer de trouver des indices, et sur base des indices, on va essayer de tirer des conclusions. Mais donc, la base de départ, c'est quels sont les faits. Et par rapport à l'échec, c'est quelque chose que j'utilise très 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 souvent. Indépendamment de toute cette connotation, quand tu dis j'ai tapé à côté de la cible, c'est les faits, quoi. Voilà. Tu peux difficilement le formuler autrement. Alors certains vont te dire oui, je me suis planté, mais ça c'est déjà une conséquence, c'est déjà un résultat, c'est déjà un jugement, tu vois. Si tu dis bon, j'ai voulu faire ça et en fait j'ai pas eu ça, et ben ça c'est les faits. Et au départ des faits, tu peux dire ok, et ça a suscité quoi comme émotion, comme conséquence, comme implication, sous-entendu peut-être aussi comme leçon, comme apprentissage, comme élément comme carte que tu peux ou pas remettre dans ta manche, en disant ok, ça on n'y reprendra plus. Ok, ça je comprends que c'est quand même pas une discipline qui est pour moi, ou un type d'emploi qui est pour moi, ou un type de relation qui me convient. Je ne dis pas qu'on doit apprendre de tout pour tout recommencer et tout réussir après. Certains échecs permettent de fermer des portes définitivement, mais d'autres permettent de s'aguerrir, de s'entraîner, de recommencer mieux la prochaine fois, sans même parler, parce que là tu me lancerais sur une autre de même marotte, de tous les échecs qui permettent la découverte, l'innovation, quoi. Tout ce qui est arrivé sur base d'a priori raté, l'histoire n'est faite que de ça, en fait. Donc on pourrait vraiment avoir que cet élément-là sur le podcast. Mais donc c'est vraiment ces questions qui m'ont intéressé. Mais là, je vais te couper parce qu'effectivement, si je te lance sur ton livre Innover à tous les coups, presque, on va dépasser clairement le timing. Je pense qu'on est déjà à plus d'une demi-heure, donc voilà, et c'est passionnant.
Donc, ah ben oui, on est à 23 minutes, ça va, c'est pas exagéré, donc c'est nickel. Mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à t'écouter longuement. Ben c'est ton job d'ailleurs aussi, conférencier. Hein, donc j'invite. Oui. Il y a sûrement des conférences qu'on peut trouver sur les réseaux. On mettra des liens de certaines conférences dans l'article de blog, comme ça les personnes pourront aller aussi te découvrir. Vu qu'ici il n'y a que la voix, mais ils pourront aussi avoir l'image. C'est peut-être pire. Hein. Non, je pense que ça va aller très bien, nickel. Non, par contre, on n'en a pas discuté. Je sais pas. Je sais que c'est chamboulé pour le moment. On est plus ou moins dans le même métier. Je sais qu'avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, les grandes conférences, etc., c'est plutôt du digital pour le moment ou pas. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose de prévu bientôt au niveau une conférence digitale auquel les gens pourraient assister ou pas. Je ne sais pas. Écoute, en effet, une bonne partie de mon métier, c'était de conférencer, comme on dit parfois en France. C'était voilà, c'est particulier. Je conférençais. Je le dis à la parfait pour le moment parce que c'est vrai que c'est une bonne manière de le dire. C'est pour le moment, on est un peu entravé. Je dis on parce que toutes les personnes dont c'est en tout cas une bonne partie du métier, les conférenciers professionnels. C'est en effet un segment qui est aussi très touché par la situation. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs assiettes là avec lesquelles je jongle, dont Reload en est une, et je peux encore m'exprimer beaucoup à travers Reload parce qu'on organise pas mal de visio pour faire connaître l'initiative. Donc, je dirais que pour répondre à ta question sur l'agenda d'une prochaine prise de parole, les gens, en allant sur le site de reloadbelgium.org, pourront demander les informations, s'inscrire à la newsletter ou autre, et là on informe quand il y a une visio qui est prévue, où là je détaille les mécaniques de l'échec et les deux configurations psychologiques majeures. Je dirais que moi j'ai travaillé pour le bouquin sur la gestion de l'erreur. Hein. Pour un même événement qui survient, tu peux avoir vraiment la réaction spirale infernale, la réaction attitude constructive. Et il y a des éléments, des étapes, des façons de fonctionner, des modes opératoires, comme disent les psychologues, qui sont modélisables. Et donc ça, c'est ce que je partage dans ces conférences-là. Et ça, il y en a en visio de façon assez régulière, 1 à 2 fois par mois. Okay. Donc les auditeurs pourront les retrouver. Et de façon générale, pour le métier de la conférence, là, c'est vrai que honnêtement, je pense pas qu'il y ait un conférencier qui, en toute sincérité, pourrait dire que ça continue à bien fonctionner. Non, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Beaucoup sont à l'arrêt ou quasi à l'arrêt. Alors, il y a des tas de choses qui sont en place. Il y en a qui lancent leur programme en ligne de formation ou de masterclass ou autre. Beaucoup se sont rabattus sur les discussions Clubhouse pour le moment. Ce réseau social qui, en fonction du moment où vous écouterez cette interview, soit sera encore tout nouveau, soit sera déjà très vieux, soit sera peut-être même plus là. Mais en tout cas, réseau social qui est basé sur la voix. Et donc, c'est très propice, évidemment, pour des conférenciers pour prendre la parole sur ce type de réseau. C'est une espèce de LinkedIn vocal, quoi, que je trouve très prometteur. En tout cas, puisque nous sommes en mars 2020, au moment où on enregistre. Là, ça semble très prometteur. Je vais moi-même organiser plusieurs rooms, comme on dit. Donc là aussi, les personnes qui voudraient peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux et on en parlera, parce qu'il y aura des rooms sur l'échec et cette perception de l'erreur. Bonne idée. Mais sinon, oui, le métier de la conf est quand même plus ou moins à l'arrêt pour le moment. C'est ça, mais bonne idée de rebondir sur Clubhouse, parce qu'effectivement, on verra si l'avenir donne raison ou pas, mais effectivement, pour tout ça, pour tout ce qui est conférences, etc., c'est une bonne méthode, une bonne manière de rebondir avec les rooms, effectivement. Moi, je voudrais aller plus dans le concret par rapport à Reload. Oui. De dire, voilà, une personne qui est dans cette situation de faillite, qu'est-ce qui se passe au fait par rapport à Reload ? C'est quoi ? Donc c'est elle qui doit prendre contact, j'imagine. Hein, vous n'allez pas recevoir tous les avis de faillite et recontacter proactivement les personnes, ce serait impossible. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire comment ça se passe au fait ? Tout simplement, voilà, comment ça se passe. Ok. Alors, la première chose, c'est de savoir à partir de quand quelqu'un qualifie pour être en contact avec nous. Ouais. Et là, je dirais, il faut parler avant l'échec.
on a énormément de chance, c'est qu'il y a une mobilisation autour de l'initiative qui est au-delà de nos espérances. Et Super. donc, ça, c'est la magie de la nature humaine. C'est que voilà, on a lancé un mouvement. Je dis on parce qu'on est 3 au sein de Reload. Moi, je suis à l'impulsion, mais il y a Sébastien qui est le coordinateur, directeur de l'initiative au quotidien. Et donc, c'est lui la personne de contact principale qui est active pour représenter Reload sur les réseaux sociaux et qui répond aux mails que nous recevons et qui décroche le téléphone. Et il y a Karine aussi qui est notre régisseuse en coulisses, quoi. C'est elle qui s'occupe de tout l'aspect administratif, timing, planning, agenda, compta et autres de la structure. Et je les remercie parce que sans eux, ça ne pourrait pas fonctionner. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, on est subventionné par des mécènes, des entrepreneurs, donc privés qui ont voulu soutenir l'initiative et qui nous permettent de pouvoir démarrer. Donc si chez certains qui nous écoutent, il y a des sponsors potentiels qui disent nous on est aussi intéressés à assurer la viabilité, c'est quelque chose auquel j'avais proposé, tu fais bien de le faire. Ouais. On va devoir faire face à un moment, même si pour le moment je répète on est soutenu, on est vraiment chanceux par rapport à ça. Mais donc avant, des gens peuvent se manifester s'ils veulent aider. On a besoin de coach, on a besoin de formateurs, on a besoin d'animateurs de groupe. Ça c'est pour le côté rôle bénévole, je dirais. Pour la personne qui est en situation de faillite, comment est-ce qu'elle peut identifier que Reload pourrait l'aider? C'est très simple. Il existe des dispositifs en région wallonne qui font qu'avant la faillite, elle peut être accompagnée. Donc, elle peut appeler le 1890, puisque c'est le numéro wallon à utiliser. Elle peut être en contact avec la SOALFIN, elle peut être en contact avec n'importe quel opérateur, j'avais presque envie de dire ça, n'importe quel opérateur de près ou de loin lié à la mécanique institutionnelle wallonne. Ça peut être même le Forum, ça peut être les SAS dont on parlait tout à l'heure. S'il y a un potentiel de danger identifié, de dire moi j'ai l'impression que ça se passe pas bien, que la personne contacte ces opérateurs-là, on est en contact avec eux, on est en lien avec eux et ils peuvent orienter vers nous. Bon, c'est important à savoir pourquoi, parce que nous, on traite les gens qui sont en ce qu'on appelle dans la descente de faillite, c'est-à-dire qu'ils doivent déposer le bilan. C'est une situation qui est extrêmement anxiogène. On ne parle pas de gens qui doivent refaire un plan financier pour redémarrer. Et là, on est déjà très loin dans le rebond. Nous, on arrive au début dans la descente aux enfers, quand le téléphone se coupe parce que le troisième rappel de facture n'a pas été suivi. On fait ça quand les huissiers sont à la porte. Enfin, c'est le moment où on intervient, je veux dire, où on peut intervenir. Les huissiers sont à la porte. Les connexions Internet sont coupées. Monsieur ou madame s'est barré parce qu'on a l'impression que l'autre est un loser du jour au lendemain. Et où la personne, je dirais, est en situation de crise. Bon. À partir de ce moment-là, nous, on peut être contactés. Si la personne a déjà déposé le bilan, elle peut rentrer dans le processus chez nous. Si elle n'a pas encore déposé le bilan, on a encore des partenaires qui peuvent intervenir. Et c'est important à dire parce que Reload ne voulait prendre la place de personne. On a plutôt comblé un manque qui n'existait pas et on veut rester très niché, très spécifique sur ce manque-là. Okay. Quand la personne est en situation de dépôt de bilan, nous, comme tu l'as dit, on intervient pour l'accompagner sur le plan humain. Donc, la manière d'entrer chez nous, c'est qu'il y a une anamnèse. Moi, j'ai une discussion de 45 minutes à 1 heure avec chacune des personnes pour vérifier, j'allais presque dire qu'elle qualifie pour le programme. Ça peut paraître un peu particulier dit comme ça. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur, il n'y a pas d'intention de dire on recale des gens, on en retient d'autres. Non, c'est de vérifier si on est bien les plus compétents pour l'aider. Oui, c'est ça. Simplement, notre réseau de coachs, ce sont tous des bénévoles, ce sont des coachs, ce ne sont pas des psychologues, ce sont encore moins des psychothérapeutes. Donc si à un moment la personne est dans une détresse personnelle tel que le coaching, la formation, les groupes de co-développement ne sont pas bons pour elle maintenant, ne sont pas suffisants, ou c'est juste pas le bon moment. Tu sais, quand tu as essayé de lutter pendant quelques mois ou quelques années pour sauver ton entreprise, tu te mets toi de côté, tu mets toutes tes billes pour essayer de sauver ta boîte. Quand ça ne suffit pas et que tu as le coup de massue ou le coup de poing dans le ventre de dire ben maintenant il faut déposer le bilan là, et que tu déposes le bilan, tu es dans une situation de te dire bon ben l'entreprise n'existe plus, donc tu as déjà l'espèce de peine d'être dépossédé
de ton bébé, en quelque sorte. Et en plus, tu fais l'état des lieux d'une espèce de délabrement personnel, quoi. De dire, oula, il faut que j'évalue l'étendue des dégâts, quoi. À quel point est-ce que j'ai morflé? Eh bien là, si la personne est dans une situation telle qu'elle a besoin de prise en charge physique ou psychologique telle, c'est pas nous. Mais si la personne est dans une situation relativement stable, elle a encore un environnement, elle est encore dans un contexte où elle a toujours un toit, elle est dans un contexte où elle a toujours un conjoint ou une conjointe qui est aidante ou bienveillante, ou la situation familiale, je dirais, est plus ou moins stabilisée, là, nous, on peut intervenir. Parce qu'on met en place un système en 3 temps qui sont du coaching personnel. Donc on perd, si tu veux, la personne qui est en situation de rebond ou de descente en faillite et un coach parmi notre réseau de coachs bénévoles, en fonction de sa problématique, ses besoins ou autres, pour travailler les aspects personnels, estime de soi, deuil, perception de l'échec et autres. À la suite de quoi la personne peut rentrer dans un groupe de co-développement, donc elle va discuter, elle va échanger avec d'autres personnes qui sont passées par les mêmes sentiments, mais en ayant des entreprises différentes, des raisons peut-être d'échouer qui ont été différentes. Donc elle va pouvoir mettre de la perspective, reprendre un peu de densité, là se dire, mais tiens, finalement, dans un contexte tout autre, très différent, la personne est arrivée à la même situation, donc c'est peut-être pas finalement tellement moi, quoi. Peut-être qu'il y a aussi des facteurs extérieurs. J'ai une part de responsabilité, évidemment, mais pas que. Et donc, dans ces groupes de co-développement, on est déjà dans de la recréation d'un nouveau projet, qu'il soit entrepreneurial ou salarié. On n'a aucun jugement de valeur sur qui va vers quelle destination. L'expérience française, parce qu'en France, ils font ça depuis un moment, dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds, l'expérience française montre qu'une personne sur 2 repasse par une case salarié, oui, c'est ça. Réentreprend, je dirais, par le salariat, et c'est très bien pour nous. La dernière étape, c'est que quand on a mis ces éléments-là en place, on amène un peu de formation. Quand je dis un peu, c'est qu'on amène plutôt une introduction à des sujets qui peut-être ont fait défaut et qui mériteraient d'être creusés, mais alors là, ils sont creusés avec les dispositifs qui sont en place. Soit les services d'accompagnement à la création ou recréation de l'entreprise, soit les formations qualifiantes, les centres de compétences et autres. Et donc là, tu vois, nous, on est vraiment le maillon qui vient et puis réorienter, combler le manque. Ok. Mais c'est très intéressant de voir comment ça peut fonctionner et si, là je m'adresse aux auditeurs qui se sentiraient concernés, voilà, si vous sentez qu'il y a besoin de faire appel, ben, je pense qu'il faut aller, on mettra aussi le lien, Fred l'a déjà mentionné, donc Reload Belgium. .org. C'est ça. Et vous tapez Reload Belgium sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, vous allez nous trouver. Prenez contact et il y a aucune, vous serez accueillis. J'allais dire, il y a aucun risque, il y a aucun danger. Je le dis de manière positive, vous serez accueillis en toute neutralité, j'ai dit plein de fois dans cette interview, le jugement de valeur, mais c'est vraiment ça. Il y aura vraiment aucun jugement sur votre situation. Nous, on est là pour se dire que. Et en fait, c'est un peu ça le leitmotiv de Reload, c'est on veut éviter la double peine, quoi. C'est clair. Perdre son entreprise, c'est l'échec en soi. On ne peut pas, dans nos sociétés, particulièrement occidentales, continuer et européennes, ajouter à la peine d'avoir perdu son entreprise le stigmate de dire t'es un nul, t'es raté, ou aïe, danger, tu ne peux pas réentreprendre. Donc nous, on essaye de contribuer aussi de manière plus large au changement de perception par rapport à ça. À rebondir, quoi. Et voilà, ça m'amène à la question suivante, c'est toi, Fred, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Écoute, c'est difficile à lister dans un temps court, ce que ça m'apporte. Alors, je vais peut-être paraître très égoïste et je vais le dire volontairement ici parce que je me sens en sécurité dans le cadre de ce podcast pour le dire. Reload, c'est sans aucune comparaison d'échelle ou d'impact, mais j'ai été très sensible à la logique des Restos du Cœur et je me suis dit, les Restos du Cœur, il y a 2 messages clés qui sont intéressants. C'est que on serait tous bien contents qu'ils ne soient pas là, mais on est tous bien contents qu'ils existent.
Bon, et donc c'est un peu la même idée. Donc nous, on ne se dit pas que Reload a une finalité à exister pendant 50 ans. On préférerait devoir s'arrêter faute de candidats. Oui. Bon, ça c'est vraiment le premier levier. Je pense que tout le monde comprend ce que tu voilà. veux dire. Et le deuxième, c'est que dans la chanson des Resteux, ils disent à un moment que l'initiative est en fait un peu égoïste parce que nos noms peut-être pourront figurer sur la liste. Moi, Reload, il y a une partie égoïste dans ce projet. J'ai toujours eu l'intention de dire, moi, je veux regarder l'entrepreneuriat dans sa globalité. Et donc, oui, je peux avoir des conférences sur la réussite, sur le fait de devenir nos propres héros, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, l'attitude des héros. Je dis oui, on peut devenir son propre héros. Simplement, j'aurais le sentiment d'être dans une imposture intellectuelle si je n'étais que dans l'exhortation à la réussite et à l'esprit d'initiative. Et le fait d'être complet dans mon approche, ou en tout cas à mon niveau, d'être le plus complet de ce que je puisse être avec mes moyens intellectuels, mes ressources et autres, eh bien, c'est de dire... Oui, moi je regarde vraiment l'entrepreneuriat parce qu'il y a aussi le fait de regarder quand ça se passe pas bien. Donc, je dirais que l'impulsion et la force vitale que j'ai autour de ce projet, celle que moi je mobilise en tant qu'individu, elle vient d'une intention qui est aussi très personnelle. Après, ce que ça m'apporte, donc indépendamment d'un sentiment d'être plus complet depuis que le projet est effectivement en place et en route, écoute, ça apporte, ça va peut-être être banal ou ça va faire un peu bisounours, mais la magie des rencontres, c'est toujours surprenant. Même quand tu sais que c'est comme ça que ça marche et que en lançant quelque chose, ça revient d'une manière ou d'une autre, c'est quand même toujours magique. Quand je vois la mobilisation de gens qui, dès le premier post sur les réseaux sociaux, où j'ai dit voilà, moi j'ai cette initiative-là, déjà la magie d'avoir des mécènes. Bien des sûr. Gens qui à un moment se sont manifestés et là c'est eux qui ont pris contact en disant bonjour, on a entendu que tu avais une initiative de ce type-là, où est-ce que ça en est, comment est-ce que ça se développe, parce que nous on voudrait aider et donc s'il y a des besoins on peut peut-être intervenir. Et là je me suis dit bouffée d'oxygène parce que moi j'ai cette idée-là dans un coin de la tête depuis 2015-2016 hein, donc c'était quand même de longue haleine pour pouvoir concrétiser, parce que j'avais pas les moyens de pouvoir le faire uniquement avec mes propres ressources. Mais donc avoir des mécènes qui sortent un peu qui arrivent dans le radar, et puis des bénévoles et des gens qui disent moi je veux bien aider, c'est ça qui fait que la mayonnaise commence à prendre. Parce que sur un sujet aussi sensible, les gens arrivent non pas parce qu'ils voient qu'ils verraient une publicité dans le journal, mais parce qu'ils ont entendu via parler d'une initiative et qu'une personne de confiance de leur réseau leur explique, dit j'ai entendu parler de ça, les gens qui ont lancé ça ont l'air de faire ça convenablement, ça a l'air bien, tu devrais prendre contact. Et donc cette magie des rencontres, c'est toujours quelque chose d'étonnant. C'est vraisemblablement quelque chose que tous vos invités racontent dans le podcast, mais croire en l'autre, faire confiance a priori, miser sur ce que je dis souvent, c'est miser sur l'hypothèse de la bonne surprise, c'est quand même toujours merveilleux. Et je dirais, même au niveau des personnes qui arrivent, tu vois, en accompagnement, les gens viennent avec une simplicité et je trouve même une certaine forme de... Je suis très admiratif de la manière avec laquelle les gens arrivent à dire ouais ben voilà, moi je dois arrêter mon entreprise, c'est un déchirement, certaines personnes pleurent, mais en tout cas une dignité. Honnêtement, toutes les personnes avec qui pour le moment on a commencé à travailler sont remarquables de dignité. Oui, j'ai pas d'autres mots. Et donc c'est c'est très c'est très instructif pour rester soi-même humble face à quelques situations que ce soit qu'on puisse rencontrer. Effectivement, et du coup, ça enclenche sur ma prochaine question. Et là, je sais qu'à mon avis, il y en a beaucoup, donc je vais te demander de pouvoir te focaliser peut-être sur une ou l'autre personne. C'est quels sont les modèles ou les personnes qui t'ont inspiré dans la vie ? Bah écoute, je vais utiliser un truc je vais faire référence à des personnes qui sont peut-être, ça va peut-être être plat comme la mort aux yeux de certains, mais je veux quand même leur rendre, enfin ils savent que je les aime très fort, mais mes parents sont vraiment des gens, alors je pourrais parler de grands entrepreneurs, je pourrais parler de mentors que j'ai dans mon entourage, ce que j'appelle le comité des sages.
trouver des personnes qui sont des sources d'inspiration, d'enrichissement au quotidien et avec qui vous avez la possibilité de discuter, parce que c'est des gens qui sont dans votre environnement, mais à qui vous reconnaissez une certaine forme de sagesse, de crédibilité, d'avance aussi dans l'expérience, hein, des gens qui ont 10 ans de plus que vous, 20 ans de plus que vous, et qui sont déjà passés par ce par quoi vous passez, c'est extrêmement riche. Et je trouve qu'à ce titre-là, mes parents sont des personnes remarquables de gentillesse, de ma maman, je lui avais dédié le livre Action en ouverture en disant ma maman, mon papa la surnomme Arménie. C'est un peu maladroit, mais c'était par rapport au tremblement de terre qu'il y avait eu dans les années 80 et la chanson qui avait découlé, etc., que les plus jeunes évidemment ne connaîtront pas. Ça nous ramène autre chose. Ça nous date un peu. Le temps passe. Voilà, ça nous date un peu. Mais donc ma maman est une espèce de force motrice comme ça, passée la septantaine maintenant ou la 70. S'il y a des auditeurs français, et elle est remarquable. Oui, c'est une coquetterie aussi pour une dame de pouvoir dire 70 au lieu de 70. Ah, peut-être, oui, peut-être. Et mon papa, lui, est un modèle je pourrais presque utiliser, puisqu'on parle de l'échec, de résilience, quoi. C'est quelqu'un qui, au niveau du sens, c'est pour ça que je lui ai dédié le livre de signification, c'est le sens qu'il a donné à sa propre vie, c'est de permettre à ses enfants, puisque j'ai une sœur, de vivre pleinement la leur, et je trouve que c'est remarquable. Je ne sais pas si dans la même situation j'arriverais à avoir cette sagesse-là et cette capacité à me dédier à ce que l'autre puisse. C'était un bel hommage que tu leur rends. C'était un bel hommage que tu leur rends parce que c'était important. Je vais parler de moi une seconde, je le couperai peut-être, on verra. Moi j'ai perdu ma maman il y a 2 semaines du Covid. Avec mes frères et sœurs, on a vécu cet enterrement samedi passé. Là aujourd'hui on est mercredi je pense, donc c'est tout frais. Mon père est encore à l'hôpital et c'est vrai que dans ces situations-là on se dit waouh, il y a plein de choses qu'on aurait voulu leur dire et de pouvoir leur dire comme ça en direct, ben voilà, ils savent que je les aime et tout ça. Moi ça me touche particulièrement. Et c'est un bel hommage que tu leur rends en tout cas. Donc, et je pense qu'ils peuvent être fiers aussi du fils qu'ils ont et de ce que tu accomplis, parce que cet impact positif que tu as pour ces personnes qui sont dans la difficulté, je crois que c'était plus que nécessaire que quelqu'un comble ce vide. Donc je te remercie pour ça. Ça plombe peut-être un peu l'ambiance, mais voilà, je tenais à le dire parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de leurs parents. C'est souvent j'ai été inspiré par un tel, et je trouve pas ça plat comme la mort, comme tu le disais. Donc je trouve ça très bien. Je te remercie. La formulation, je suis désolé tu ne me l'as pas dit en off, évidemment. Tu as eu non, il n'y a pas de souci. Peut-être la pudeur de ne pas le partager, et du coup mon expression était vraiment au minimum inélégante et vraiment très maladroite. Moi, je t'invite à ne pas le couper. Parce que ça fait partie du sujet et ça fait partie aussi de la manière dont on perçoit les choses et dont on rebondit. Je pense, alors voilà, ta maman malheureusement n'est plus là, mais je suis intimement convaincu que tu peux toujours lui rendre hommage alors, sans rentrer dans des considérations peut-être métaphysiques ou autres qui appartiennent à chacun, mais je pense qu'en partie, elle vit à travers toi, les valeurs qu'elle t'a inculquées à toi, à tes frères et sœurs. Si tu as des enfants et qu'ils ont eu la chance de l'avoir comme grand-mère pendant un moment, il y a des choses qui se transmettent. Bien sûr. Et je pense qu'il est une de mes grandes devises, c'est il est toujours temps de bien faire. Et donc, à un moment, j'ai vu que tu écrivais aussi, j'ai vu qu'il y avait des livres qui étaient signés de ton nom. Ce sera peut-être à un moment l'occasion, dans une préface, dans une intro, peu importe, mais d'avoir un clin d'œil, de lui dire merci, peut-être en différé, mais peut-être de lui dire quand même, ton papa qui est à l'hôpital, peut-être que tu as quand même l'occasion d'aller le voir ou de lui faire passer un message ou de lui transmettre. C'est quelque chose que je dois à cet apprentissage de l'attitude des héros là, qui m'est un peu tombé dessus. Enfin, je l'ai cherché, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à l'impact que ça allait avoir. Mais clairement, signification, le contenu de ce livre-là, c'est exactement ça, quoi. C'est se dire à un moment qui sont les gens qui comptent autour de nous et qui ont de la valeur, et comment est-ce qu'on peut en profiter tant qu'ils sont là, parce que on est tous ici avec l'air de rien, on a tous un timer au-dessus de la tête, hein. Il y a un compteur qui tourne, et quand on siffle la fin de la récré, elle est sifflée, quoi. Donc
c'est sûr que c'est intense, c'est riche, c'est fatigant, ça nous expose plus. Donc, comme ça nous expose plus, on peut plus merder, donc on peut plus être confronté à des erreurs, des échecs, des mauvaises façons de fonctionner. Mais je pouvais pas terminer un échange comme celui-ci sans une note qui est proprement constructive ou optimiste, dépendant des mots qu'on met. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris, et Reload me le confirme, c'est que l'intention qu'on met à faire les choses compte plus que le format fini, tu vois. J'ai utilisé une expression là, en disant c'est plat comme la mort, qui était vraiment qui est quasi déplacée par rapport à ce que tu utilises, à ta situation, mais je ne le savais pas. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont tu me tiendras rigueur, ou tu te diras en fait ouais quand même c'était bof quoi ici, tu vois, parce que l'intention qui est là, si les mots peuvent être maladroits parfois, l'intention elle trompe pas, tu vois. Et donc le fait de vouloir être dans un échange sincère, ouvert, disponible, pleinement consacré à ce qu'on est, à ce qu'on fait bien souvent que notre interlocuteur ou les gens en général peuvent être très compréhensifs et souples sur les modalités. Donc, être étable sur nos finalités, pourquoi on se lève le matin, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut changer, l'impact positif qu'on veut apporter pour nous, pour le monde, pas le monde au sens peut-être monde entier, mais déjà le monde qui est autour de nous, nos proches. Être étable là-dessus, infatigable, inarrêtable et en même temps très souple sur les modalités. Parce que ce qui compte au final, c'est la finalité, plus que la manière dont on s'y prend. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a on retourne dans la légèreté du coup, hein, après tout ça, s'il y a un livre qui t'a inspiré, ou un livre qui t'inspire, outre les tiens évidemment. C'est difficile. Un seul. Alors, oui, chaud, hein. c'est super dur. Alors, honnêtement, les miens, pas trop. En fait, moi, j'ai écrit pour déposer des réflexions, des pensées, des états de mon cheminement à tenter. Je suis heureux que si ça inspire les autres, mais je retourne pas tellement dedans. En fait, bref. Pour répondre à la question, c'est difficile d'en choisir un parce que j'ai vraiment 4 ou 5 livres fondateurs qui me portent là et qui ont produit un impact profond. Je les ai pas refermés en étant le même après qu'avant, quoi. Mais si je dois en retenir un, puisque étonnamment dans cette interview où on parlait du rebond et on est quand même venu fort aux origines de ce qui m'a motivé à me mettre en route, etc. Il y a un livre que je conseille que je peux conseiller ici à tous les auditeurs. J'allais dire que je conseille à tout le monde, mais c'est pas vrai parce que je n'en parle pas systématiquement. Mais quand on remonte aux origines, il y a un livre qui s'appelle Petit éloge du héros et qui a été écrit par Yves Richer, R-I-C-H-E-Z. C'est un Français. Il m'a fait le plaisir d'ailleurs d'accepter de préfacer mon premier de l'Institut des héros Aspiration, parce que c'est quand j'ai lu son livre à lui que je me suis dit, mais en fait, ça s'appelle de l'héroïsme, ce que je veux traiter. Et ce que ce monsieur écrit, c'est une façon plus habile, plus adroite, plus élégante, plus fine, plus directe, plus intense et plus profonde de ce que moi, j'ai dû prendre 3 bouquins à écrire. Et donc, je n'aurais pas pu imaginer d'écrire mes 3 livres sans l'avoir lui comme préfacier du premier, pour me donner la légèreté, tu parlais de légèreté, la légèreté d'esprit, de dire je m'inscris complètement dans tes pas. Est-ce que c'est ok, quoi? Et c'est quelqu'un qui est extrêmement fin, élégant, et son livre est une vraie ressource de transformation de soi. Donc si les gens sont mal à l'aise avec le titre héros, en se disant, oh, mais attends, héros, bon, c'est très connoté hein, comme élément de vocabulaire, mais donc ils ne s'arrêtent pas à ça, c'est un éloge de la transformation de soi, comment aller à la rencontre de qui on est vraiment, avec évidemment l'univers héroïque qu'il utilise pour faire passer son message. Eh bien, parfait. On le mettra aussi, le titre ainsi que le nom de son auteur, le titre de ce livre, dans l'article de blog. Et donc, j'en profite pour rappeler que les articles sont disponibles sur le site rspct.io.
on va clôturer maintenant. Je voudrais te remercier, Fred, pour ton temps, surtout d'avoir partagé ton énergie et tout ton enthousiasme avec nous, avec nos auditeurs. J'espère qu'ils auront autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'en ai eu à le faire avec toi. Et je remercie déjà tous nos auditeurs qui nous sont fidèles. Et c'était donc Xavier pour Respect. Je vous dis au revoir et à bientôt. À bientôt. Salut Fred, au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.